Ainsi, la méthode descriptive ne doit pas consister en une acceptation passive du donné. Elle vise à une prise de conscience universelle qui dissipe les préjugés acquis dans le travail technique et rétablit la subjectivité constituante dans sa vérité originaire. En un mot, l'explicitation du vécu doit prendre la forme d'une constitution universelle, où l'être, s'explicitant comme être constitué, sera défini et justifié en son sens authentique. La tâche comprend deux moments. Le sens de l'être, en ses différentes régions, sera d'abord pris tel qu'il se présente et soumis à une description statique qui précisera la structure de chaque domaine et corrélativement ses modes d'apparition dans la conscience. Mais en tant que ce sens se trouve d'ores et déjà impliqué à chaque moment du développement des synthèses subjectives, il conviendra de s'interroger sur son être même en tant qu'il renvoie à une création originaire, toujours présente sous une forme sédimentée. Le sens est constamment engendré dans un mouvement de production impliqué comme une histoire sédimentée, sedimentierte Geschichte, dans chaque unité intentionnelle constituée dans ses manières de se donner à la conscience. La constitution statique ne faisait qu'analyser un contenu de signification déjà posé. La constitution génétique définira les conditions de l'acte qui le produit. L'analyse statique répond aux problèmes de structure. La théorie de la Genèse explicite la signification dernière de l'être constitué, le fondement ultime de toute vérité concevable. Ainsi, si nous prenons l'exemple commode de l'objet matériel, la constitution statique permet de distinguer en toute rigueur la chose donnée dans l'expérience en T prédicative de la réalité objective définie par la physique mathématique. La perception immédiate n'est pas une rhapsodie de sensations, mais un mouvement intentionnel dont les articulations peuvent se décrire avec précision. La chose est saisie dans l'intuition sensible avec un sens qui renvoie à un horizon de perception possible comme perception de la même chose. Voir un arbre, c'est avoir conscience de pouvoir l'appréhender d'un autre côté, de plus près ou de plus loin. De le retrouver après l'avoir quitté, le soumettre à un ensemble d'opérations définies par les habitudes acquises. Ces possibilités se présentent sous la forme d'un horizon qui implique évidemment une certaine indétermination dans le contenu. Je sais que l'objet a un envers qui se présenterait à moi comme endroit si je passais derrière, mais je ne le connaîtrai que quand j'aurai accompli réellement l'opération. Dans le mouvement de la perception, le sens de l'objet s'enrichit, se confirme, se corrige, se modalise, selon les manières suivant lesquelles il se présente. Ces différentes possibilités varient évidemment avec l'objet considéré. Elles impliquent toujours un certain style général qui constitue le sens d'être, Sein, Sinn, de la chose, sentiment d'être. Ainsi, les possibilités de déplacement et de manipulation définissent une structure spatio-temporelle, non pas évidemment à titre de forme mathématique, mais comme horizon immédiatement vécu, et se réalisant dans des rapports essentiellement qualitatifs, subjectifs et relatifs. Une relativité de ce genre n'en comporte pas moins un style parfaitement définissable. D'autres synthèses constituent les moments de la substantialité et de la causalité qui ne se présentent évidemment que comme des horizons de rapports qualitatifs, induits avec l'approximation propre au monde de la vie. En un mot, la perception sensible se définit comme une forme originale de l'évidence, dont la vérité ne se réfère qu'à l'objectivité immédiate propre à l'objet sensible. L'intervention du jugement, et plus particulièrement sous la forme d'opérations mathématiques, constituera un nouveau domaine de l'être qui réalise la conception kantienne de l'objectivité. Le réel s'y présente comme un ensemble de déterminations définies en toute rigueur par le concept. Mais cette universalité n'a elle-même de sens que par les synthèses vécues de la conscience effective. L'objet idéal de la science se constitue comme pouvant être saisi identiquement par tous. Son intemporalité comme omnitemporalité définit le mode de sa temporalisation. La constitution statique permet ainsi de délimiter les divers modes de l'être avec plus de précision que l'analyse eidétique naïve. Elle donne aux ontologies régionales un fondement dans la subjectivité constituante. Nous n'avons pourtant pas réellement dépassé le pluralisme des essences pour retrouver leur unité dans une justification radicale. La description reste encore sur le plan de l'eidos, pris comme un donné. Mais le retour au vécu a préparé le terrain pour des explicitations plus profondes. Les structures synthétiques que dégage la constitution statique ne sont pas du tout des formes a priori qui s'imposeraient pour ainsi dire du dehors aux données concrètes de la subjectivité singulière. La conscience, prise dans son essence, ne fait que renvoyer au sens même de l'être qu'elle vise, sens immédiatement éprouvé par l'ego comme l'horizon de ses pouvoirs à chaque instant senti et vécu. Ein,
Einzelimpulsen des Ich kann und ich tu, dans des impulsions individuelles de je peux et je fais. L'être de l'intentionnalité consiste justement à donner ce sens à l'objet en le produisant dans l'actualité du moment vécu. Sinngebung, Sinnleistung. L'analyse dépasse dès lors la considération des synthèses de modes d'apparition pour s'interroger sur l'origine du sens qui les domine. Celui-ci apparaît tout d'abord comme une formation, Gebild, toute prête qui s'associe aux éléments proprement donnés pour les intégrer dans un horizon d'objets. Dans le cas de la perception sensible, le sens d'être de la chose vient animer les données sensorielles et les fait apparaître comme de simples aspects qui renvoient à d'autres aspects de la même chose. Pourtant, un tel sens n'a rien d'une réalité en soi, comme formation intentionnelle. Il n'existe que dans l'acte qu'il engendre. Mais il s'agit ici d'une genèse passive, se poursuivant dans la naïveté d'une vie anonyme, où le moi n'a pas conscience de son activité créatrice. Le produit apparaît comme un acquis d'ores et déjà disponible, qui arrive à la conscience par simple association et fait prendre aux données un sens de visée. C'est cette genèse passive qui projette à chaque instant l'horizon grâce auquel le monde est d'ores et déjà un sens pour nous. Mais un tel mouvement n'est possible que comme la rétention d'un acte originaire où le sens a été créé dans l'évidence absolue d'une genèse active, mais qui s'est progressivement affaibli pour tomber enfin dans l'inconscient, ce qui ne veut pas dire dans un néant phénoménologique, mais simplement dans le mode limite, grens modos, de la conscience. On remarquera qu'il ne s'agit pas du tout d'une simple persistance des impressions, ni d'une association de sensations et d'images. Le sens constitué dans sa plénitude par une création originaire se maintient par une création continuée qui seule permet de saisir l'objet avec sa valeur d'objectivité. L'association rappelle à la conscience le sens continuellement et passivement reproduit dans l'inconscient à titre d'horizon de possibilités esquissées à l'avance. Le monde prend un sens par le possible qui surgit comme la vérité de son être. Mais le possible n'existe comme tel que par l'acte créateur d'une évidence absolument originaire qui se perpétue dans le devenir intentionnel comme devenir d'un seul et même moi. Grâce à cette synthèse passive, où s'insèrent au fur et à mesure les productions de la synthèse active, le moi est toujours entouré d'objets. Le fait que tout ce qui affecte mon moi comme ego adulte est aperçu comme objet, comme substrat de prédicat à connaître est déjà dû à cette synthèse passive, car c'est là une forme téléologique possible d'ores et déjà connue pour le développement de la connaissance de l'objet, et sa constitution en possession permanente est toujours accessible. Et cette forme téléologique est d'ores et déjà compréhensible, en tant qu'elle provient d'une genèse. Elle renvoie elle-même à une création première, Urstiftung, fondation d'origine. Le connu renvoie toujours à une prise de connaissance originaire, et ce que nous appelons inconnu a également la forme structurelle du connu, la forme d'objet, plus précisément la forme de chose spatiale, d'objet culturel, d'outil, etc. Il convient de préciser que le renvoi à l'origine ne revient pas à des considérations d'ordre causal. La constitution génétique ne cherche pas les antécédents empiriques comme tels et qui, en tant que cause, auraient déjà disparu. Mais l'acte originaire, toujours présent dans l'actualité de la vie intentionnelle, l'origine est impliquée pour le moment actuel avec une nécessité a priorique, en tant qu'elle est cela même qui lui donne le sens de son être. À aucun moment nous n'avons quitté la dimension de l'essence. La perception sensible n'est possible que par la création préalable de la signification constitutive de la chose, parce que cela appartient à son essence, en tant qu'elle est perception de la chose. De même, l'activité du jugement renvoie nécessairement à l'acte originaire qui a créé l'horizon de l'être comme être idéal, puisque chaque prédication implique une telle signification ontologique dans les contenus intelligibles qu'elle vise. Il ne s'agit donc pas de remonter à proprement parler aux circonstances contingentes du développement psychologique, mais d'expliciter le sens de l'évidence absolue du moment originaire en tant qu'elle précède nécessairement les évidences actuelles, où le sens n'est plus engendré dans la plénitude de sa vérité, mais se présente comme une formation acquise qui s'associe immédiatement aux éléments proprement donnés, et les fait apercevoir avec un sens d'objet d'ores et déjà connu. Puisqu'il y a antériorité, nous ne pouvons l'expliciter que dans une histoire. Mais il s'agit d'une histoire constituante. Le passé n'est pris que dans sa signification essentielle, en tant qu'impliqué de manière nécessaire dans le sens même du présent. Il n'en reste pas moins essentiellement passé, puisque ce n'est justement qu'à titre de passé qu'il donne au présent ce sens. Il désigne l'historicité de l'acte historique dans l'être de sa possibilité. L'évidence de la création originaire n'est pas évidemment elle-même une donnée,
irréductible qui ne resterait qu'à constater, la jeunesse transcendantale se présente avec des articulations essentielles qui peuvent se définir avec précision, en tant que le sens se prend ici, non plus dans le déroulement du contenu qui l'implique, mais dans l'unité de son être total. Il ne s'agira plus de synthèse constituante au sens de la phénoménologie statique, mais de situations fondamentales dont jaillit un sens de vérité sous la forme d'un nouvel horizon de l'être. Tandis que l'analyse statique se guide sur l'unité de l'objet visé et va des modes d'apparition obscurs à la présentation claire en suivant les renvois intentionnels impliqués dans les représentations obscures, l'analyse intentionnelle génétique vise la totalité concrète, formée par chaque conscience, avec son objet intentionnel comme tel. Ce sont alors les autres renvois intentionnels qui se trouvent immédiatement en question, les renvois qui appartiennent à la situation, par exemple celle du sujet du jugement. Se trouve ainsi également en question l'unité immanente de la temporalité de la vie qui a en elle son histoire, Geschichte. On comprend maintenant pourquoi la constitution des IDN donnait l'impression d'un retour au constructivisme kantien sous une forme qui se rapproche fâcheusement du psychologisme. L'analyse ne s'y développait que sur le plan statique et se maintenait à chacun de ces moments dans l'abstraction d'une région déterminée. L'objet ne pouvait se définir dans ces conditions que par le déploiement des synthèses qui le font apparaître de diverses manières. Son sens d'objectivité se réduisait alors aux lois a priori que du mouvement des présentations successives. C'était tomber dans l'absurdité d'une philosophie du Hals-Hob et la notion de réalité s'épuisait dans son équivalent de la conscience. Le monde apparaissant comme un rêve, encore que bien réglé. D'un autre côté, les vécus singuliers ne se rapportent à l'objet que par les formes a priori qui les dominent. On ne comprenait guère comment ils pouvaient se qualifier de transcendantaux, précisément dans leur singularité concrète, et l'affirmation paradoxale d'un parallélisme total entre le psychologisme et le transcendantal ne pouvait que confirmer apparemment la chute dans le psychologisme. En fait, la notion d'un idéalisme transcendantal concret trouvait sa justification effective dans la phénoménologie génétique. La constitution ne vise plus la forme des synthèses de modes d'apparition, mais le sens d'être comme tel produit continuellement dans une genèse passive, qui renvoie elle-même à une création première qu'elle ne fait que perpétuer. Dans l'évidence absolue de l'acte créateur, chaque région se constitue dans sa vérité originaire comme un moment dans l'horizon de l'être total, toujours présent dans sa totalité et se réalisant en ses différents modes dans le flot originaire de la vie constituante. La structure de l'intentionnalité avec la distinction du donné et du visé se justifie maintenant comme le résultat du mouvement par lequel le sens visé se constitue sur le fondement d'une situation donnée comme son sens véritable dans une dialectique dont la nécessité définit le sens authentique de la liberté. Le visé s'y révèle dans la plénitude de son être comme la vérité immanente aux données. Une telle immanence la présente elle-même comme donnée dans une évidence originaire dont la forme d'immédiateté dissimule le mouvement qu'il a engendré. Dès lors, il n'y a plus lieu de séparer les différentes régions de l'être et de les idéaliser en les réduisant aux formes corrélatives de la synthèse. Dans le présent vivant de la subjectivité concrète toujours présente à elle-même dans un renouvellement constant, les régions particulières surgissent comme des moments abstraits du mouvement total et toute conscience est conscience de l'être lui-même. L'être saisi dans le cogito, pris dans son universalité, c'est la vie universelle elle-même, dans son unité et sa totalité indéfinie et limitée. C'est parce qu'elle apparaît toujours comme unité totale qu'elle peut également être considérée dans des actes perceptifs qui se limitent par l'attention à un plan particulier et devenir le thème d'une connaissance universelle. Paragraphe 19. La constitution du domaine formel, logique et mathématique. Quelles que soient les ambitions dernières de la phénoménologie, il faut bien reconnaître que les recherches husserliennes sont restées dans l'ensemble au stade du projet. Cependant, le problème de la connaissance a été traité de manière remarquable. L'exposé va nous en permettre de préciser le concept de la constitution. Nous commencerons par le domaine le plus général, celui de la logique formelle qui présente par surcroît l'avantage d'être l'objet de discussions bien connues. On sait comment le développement des sciences de la nature depuis la Renaissance a rendu intolérable la situation de la logique traditionnelle qui, ne pouvant renoncer à son contenu aristotélicien, démontrait chaque jour son incapacité de comprendre les démarches de la connaissance effective. D'un autre côté, l'effort de libération du cartésianisme, tout en mettant en évidence l'opposition entre la fécondité de la pensée mathématique et la stérilité de la théorie du syllogisme, ne parvenait pas à donner à la première un fondement rigoureux, car quelle que soit la force de sa certitude intrinsèque, il reste que sa nécessité en tant que discursive implique en toute rigueur une définition analytique et renvoie ainsi immédiatement au principe de la logique. La réconciliation tentée par Leibniz ne reçut aucune réalisation effective.
Et Kant constata l'échec en posant à côté de la nécessité analytique propre à la logique une nécessité synthétique a priori. C'était simplement baptiser le problème, mais le fait est que les démarches mathématiques se présentaient avec les apparences d'une originalité spécifique. Ce fut la tâche de l'école anglaise du XIXe siècle que d'élaborer les conditions pratiques d'une solution effective en donnant une forme mathématique au contenu de la logique. D'un autre côté, les progrès de la formalisation tendaient à présenter la déduction mathématique comme un processus purement logique. L'unité se rétablissait ainsi dans le travail technique lui-même. Il n'en était que plus urgent de reprendre le problème sur le plan philosophique, car l'homogénéité formelle des procédés n'empêchait pas que leur usage n'obéît dans chaque cas à des intentions radicalement différentes. Logique et mathématique correspondent incontestablement à deux vocations différentes, et bien que l'objet en soit sans doute le même, on a conscience qu'il ne se prend pas dans le même sens. Le problème ne saurait évidemment se résoudre par une discussion abstraite. Les difficultés ne s'éclairciront que par l'explicitation du sens de l'être considéré tel qu'il se révèle dans les évidences où il se constitue. La logique se définit communément comme l'étude des lois de la pensée vraie. C'est là une formule défectueuse qui rend à peu près inévitable une chute dans le psychologisme. En fait, le logicien ne s'occupe pas des actes subjectifs de pensée, mais de leurs produits objectivement constitués. Les propositions, leurs moments et leurs combinaisons. Les lois normatives qu'ils peuvent énoncer ne sont que des applications pratiques des lois objectives, proprement logiques, qui régissent les propositions. Ainsi, le principe de non-contradiction énonce d'abord objectivement que de deux propositions contradictoires, l'une est nécessairement fausse, d'où l'on tire la règle qu'il ne faut pas à la fois affirmer et nier un même prédicat d'un même sujet. Le domaine propre de la logique se définit donc tout d'abord sur le plan de l'objet, comme l'ensemble des propositions avec leurs divers moments et combinaisons possibles. En d'autres termes, l'ensemble des significations qui peuvent s'exprimer dans le discours. Il conviendra en premier lieu de les prendre comme simples significations en faisant abstraction de tout problème de vérité ou de cohérence. On aura délimité ainsi une couche fondamentale dont il est facile de voir que la forme en est soumise à un certain nombre de lois, celles qui permettent à la signification d'exister comme telle. Ainsi, quand je dis le cercle est carré, j'énonce une proposition contradictoire, mais qui existe à titre de proposition, puisque je lui accorde un prédicat, savoir précisément qu'elle est contradictoire. Mais si je dis et carré, j'ai simplement prononcé une suite de mots qui n'ont aucun sens, et étant une conjonction qui ne saurait exercer la fonction de sujet. Il est clair que les conditions auxquelles une combinaison verbale constitue un énoncé possédant un sens sont indépendantes de la nature des objets dont il peut être question dans le jugement. Quelle que soit la matière du discours, le sujet devrait être un substantif ou une expression normalisée faisant fonction de substantif, et le prédicat un adjectif ou une expression figurant comme tel ou encore une relation. En considérant sujet et prédicat comme de pures variables indéterminées, mais maintenues dans chaque cas identique à elles-mêmes, on peut constituer une doctrine pure des formes de signification ou grammaire logique pure qui établira les lois formelles des énoncés possédant un sens et les procédés de construction de leurs formes possibles.